Mont-Royal comme un seul sommet, mais en réalité, le Mont-Royal, c'est d'abord une colline qui fait partie des Montérégiennes et qui est constituée de 3 sommets. Le Mont-Royal proprement dit, qui est le sommet le plus élevé, autour de 230 mètres. Puis on a le sommet de Westmount et d'Outremont. Et on parle d'une montagne, mais en réalité, comme on le voit, il s'agit surtout de collines qui sont nées de la dernière glaciation. Et le Mont-Royal, dans le fond, c'est un lieu très élevé par rapport à Montréal, qui a une topographie assez plate, et c'est un lieu duquel on peut voir très loin, comme on le voit derrière moi, notamment le fleuve Saint-Laurent, mais aussi tous les alentours. Donc, ça va être un lieu très fréquenté et très convoité durant toute son histoire. Il y a plusieurs périodes avant la création du parc, en réalité, parce que le Mont-Royal est un lieu qui est très fréquenté déjà par les Autochtones. Sont dans le fond, les premiers occupants du Mont-Royal, pas nécessairement de manière sédentaire, mais les Autochtones passaient par la montagne, les Autochtones de la région, pour toutes sortes de raisons. D'abord, le Mont-Royal est riche en ressources naturelles. On venait extraire la pierre pour faire des outils, des armes de chasse. Les terres fertiles permettaient la culture des 3 sœurs de l'alimentation autochtone qu'on connaît. Et les Autochtones ont aussi fait de la montagne des lieux de sépulture. Et les recherches archéologiques, d'ailleurs, ont permis de retrouver certaines de ces sépultures. Et la montagne représente donc un lieu sacré pour les Autochtones. Le premier village qui est à l'origine de Montréal, Hochelaga, va s'établir sur le versant sud de la montagne, et les Iroquois du Saint-Laurent vont donc développer un village durant plusieurs centaines d'années jusqu'à ce qu'il se disperse. Alors, au moment où les Européens arrivent, donc au moment où Jacques Cartier, dans le fond, lors de son 2e voyage dans la Nouvelle-France, débarque à Montréal, il rencontre ces Iroquois d'Hochelaga, et c'est là que le premier contact, si on veut, que l'on connaît de manière plus officielle, a lieu. Alors donc, Jacques Cartier va se faire guider dans cette montagne par les Iroquois qui vont l'amener au sommet. Il va découvrir cette vue extraordinaire que l'on a d'ici, où on se trouve. Et c'est ainsi qu'il va décider, dans le fond, de baptiser le Mont-Royal de Mont-Royal, en hommage à son roi qui l'a dépêché pour venir exploiter les terres de la Nouvelle-France. À partir du moment où on commence, dans le fond, à développer Montréal, Montréal est fondé en 1642, on peut dire qu'il y a plusieurs cycles d'installation, de développement, d'exploitation du Mont-Royal. Il y a un événement qu'il faut mentionner qui est assez symbolique et important, c'est Maisonneuve, le fondateur de Montréal, qui, pour remercier Dieu d'avoir épargné Montréal des inondations qui étaient très fréquentes à cette époque-là, va venir planter sa croix en 1643. Donc ça, c'est une pierre qui marque vraiment l'histoire de Montréal. Et plus l'urbanisation se développe, plus que la ville devient dense et active, plus on convoite le Mont-Royal comme un lieu de retrait par rapport à une ville trépidante. Et c'est ce qui donne lieu aux premières grandes villas des élites montréalaises. Mais là, c'est bien beau. Tout le monde convoite le Mont-Royal, on s'installe, mais il y en a qui veulent le protéger parce qu'on sent bien que l'urbanisation va faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Et au début des années 1870, là, on commence à exproprier ces grands propriétaires. On rachète certains des terrains à fort coût et la ville devient officiellement propriétaire du Mont-Royal. Puis, 1874, elle engage le célèbre architecte paysagiste Frédéric Law Olmsted qui a dessiné, aménagé le Central Park à New York, et lui va proposer un plan d'aménagement pour justement protéger les aspects naturels, les mettre en valeur minimalement et faire de la montagne un oasis de paix, de communion avec la nature et même avec Dieu. Alors, à la fois, bien sûr, on veut accéder à la montagne, mais on veut aussi la protéger. Et jusqu'aux années 1880, pour venir vraiment profiter de la montagne et du parc, il faut être équipé de chevaux, de calèches. On ne peut pas s'y rendre à pied, c'est très loin. Donc, il va y avoir tout un débat pour construire un équipement qui permette d'aller sur la montagne, mais aussi surtout au sommet, là où on se trouve présentement. Et en 1885, on va aménager le fameux funiculaire qu'on voit bien souvent sur les photos qui rappellent le passé du Mont-Royal. Funiculaire qui va fonctionner jusqu'à la fin des années 1910-1918, qu'on doit fermer parce qu'il devient vétuste. Et là, ça engendre tout un nouveau débat pour favoriser l'accès au Mont-Royal que l'on trouve être trop exclusif
trop accessible seulement aux élites. Et dans les années 1920, ben, c'est là qu'on construit, aménage les tramways, un à l'ouest et un à l'est, qui se rencontrent au sommet et qui vont vraiment favoriser une plus grande fréquentation du Mont-Royal par les classes sociales les moins fortunées, si on veut. Mais tout ça, bien sûr, soulève énormément de débats parce que aménager des tramways, c'est pas rien, et ça implique d'une certaine façon de venir pénétrer dans ce lieu sacré, ce lieu de nature que l'on cherche à protéger en même temps. Un peu avant le milieu du 19e siècle, c'est l'Université McGill, fondée en 1821, qui va ouvrir le bal et qui va construire ses premiers bâtiments sur le flanc sud de la montagne. Elle ne sera pas en reste parce que la ville, comme j'ai dit, s'urbanisant, se densifiant, ben, il y a des institutions qui doivent sortir de Montréal parce qu'elles sont à l'étroit. Et notamment, c'est le cas de l'Hôtel-Dieu de Montréal, des Hospitalières de Saint-Joseph, qui vont s'installer à la base de la montagne du côté est et donc établir l'Hôtel-Dieu dans les années 1850. Et puis, de fil en aiguille, on peut dire que plein d'autres institutions vont suivre le mouvement. On pense à l'hôpital Victoria à la fin du 19e siècle, l'hôpital général de Montréal, puis l'hôpital Sainte-Justine plus tard au 20e siècle. Mais donc, à la fois les institutions d'enseignement, par exemple, on peut penser aux Sulpiciens, en établissant son grand séminaire, puis le Collège de Montréal qu'on connaît dans les années 1860. Donc, à la fois institutions d'enseignement, puis institutions aussi de santé. Et on peut ajouter à cela les cimetières. Les cimetières ont un rôle fondamental à jouer parce qu'ils vont procéder à l'aménagement des lieux, surtout le cimetière protestant, et faire des cimetières des sortes de parcs. On peut dire qu'il y a déjà une tradition de fréquenter le Mont-Royal à des fins de parc avant même la création du Mont-Royal. Et la dernière institution que je ne pourrais oublier, qui va, dans le fond, elle aussi, migrer vers la montagne, bien, c'est l'Université de Montréal. L'Université de Montréal qui est située sur la rue Saint-Denis et qui veut se développer pour faire face à la demande, dans le fond, et qui va s'installer, elle aussi, sur un sommet du Mont-Royal à partir de la fin des années 20. Ce qu'on voit à travers tout ça, et qui est très intéressant avec toutes les institutions dont je vous ai parlé, c'est qu'on voit des dynamiques aussi culturelles, identitaires se dessiner. Et les francophones qui deviennent majoritaires dans la population montréalaise veulent s'inscrire dans la montagne, veulent vraiment la marquer de leur existence et de leur identité. Et en 1924, la Société Saint-Jean-Baptiste, qui représente les Canadiens français, va décider, va obtenir plutôt l'autorisation d'implanter la fameuse croix du Mont-Royal que l'on voit s'illuminer tous les soirs depuis lors. Et cette croix, elle va être implantée en mémoire pour commémorer justement la croix de Maisonneuve de 1643 qui a épargné la ville des inondations. Donc, on prend un peu ce prétexte de commémoration pour implanter une croix qui va symboliser depuis lors la présence francophone et catholique à Montréal, ce qui est vraiment une marque très importante pour cette communauté. Au 20e siècle, on va décider d'aménager des infrastructures, des lieux d'accueil pour les populations qui ne sont pas nécessairement en accord ou en harmonie avec la conception qu'en avait Olmsted, mais qui vont favoriser une plus grande popularisation. La crise des années 30, c'est un de ces moments-là, un de ces moments où on fait travailler les chômeurs et où on va réaménager l'observatoire où on se trouve maintenant et construire le fameux chalet de la montagne. On décide aussi de creuser un marais et on va engager jusqu'à 160 hommes pour creuser à la pelle ce qui va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le lac des Castors. En fait, pour creuser cet étang qui devient un lieu, effectivement, là aussi où on peut contempler les petits oiseaux, les canards et qui l'hiver sert de patinoire qui devient très populaire. Puis les années 50, c'est une période de grande modernisation, renouvellement de Montréal. Et on va décider à nouveau, dans le fond, de transformer l'accès à la montagne, mais c'est fait dans une optique de nettoyer la ville, de la moderniser, de favoriser son accès. Parce que le Mont-Royal, vous savez, c'est un lieu aussi de fréquentation pour des pratiques illicites, pour des rencontres, pour la consommation d'alcool, etc., etc. Et on va décider de nettoyer radicalement la montagne en abattant les arbres, en coupant les arbustes pour faire en sorte que si on voit tout, on peut plus se cacher.
Mais ça va provoquer la risée de plusieurs observateurs et le Mont-Royal va être tristement appelé dans la fin des années 50 le Mont Chauve, hein, parce qu'on l'a dépouillé dans le fond de ses attraits. Mais dans les années 50, toujours dans la même optique de modernisation, là, on va ouvrir la montagne littéralement au passage des automobiles. C'est là qu'on dessine la voie Camillien-Houde, avec le belvédère d'ailleurs Camillien-Houde. C'est là aussi qu'on va construire le chalet du lac des Castors pour permettre aux Montréalais de pouvoir prendre un thé, un café et l'hiver de pouvoir se mettre ses patins pour aller patiner. Donc, la montagne, ça demeure à la fois un lieu sacré, peut-être de manière moins religieuse, un refuge aussi, un lieu extrêmement adoré, aimé des Montréalais, fréquenté par les touristes et qui continue d'être très animé dans le fond. Le dimanche, le Mont-Royal est fréquenté de manière extrêmement assidue aussi. Du côté est, au pied de la statue Georges-Étienne Cartier, de ce monument célèbre et très imposant, depuis la fin des années 70, c'est les fameux tam-tams du dimanche où spontanément, des Montréalais, Montréalaises ont commencé à se réunir et à faire des improvisations avec des percussions et c'est devenu de plus en plus populaire. Donc, tout ça, ce que ça nous indique, dans le fond, c'est que si le Mont-Royal est un parc qui est réglementé, comme tous les parcs, ça n'empêche pas qu'il y ait des activités spontanées qui surgissent ici et là. Et ce qui se fait le Mont-Royal, finalement, c'est justement tous ces publics qui viennent déambuler, faire de la glissade, du patin, de la randonnée, des pique-niques et des tam-tams.